Propaganda, de la propagande ou comment manipuler l'opinion publique en démocratie. 4. La psychologie des relations publiques, suite. Les hommes prennent rarement conscience des raisons réelles au fondement de leurs actions. Monsieur Tout-le-Monde croit qu'il a décidé de l'achat de sa voiture en connaissance de cause, après avoir minutieusement comparé les caractéristiques techniques des différents modèles proposés sur le marché. On peut sans grand risque d'erreur affirmer qu'il se leurre. En réalité, un de ses amis dont il respecte le sens des affaires a peut-être acheté la même voiture une semaine auparavant. Ou bien, Monsieur Tout-le-Monde a voulu prouver à ses voisins qu'il avait les moyens de s'offrir une automobile de cette classe. Ou encore, il l'a choisie pour ses couleurs qui se trouvaient être celles de son ancienne université. Point de suspension. Les psychologues de l'école de Freud, eux surtout, ont montré que nos pensées et nos actions sont des substituts compensatoires de désirs que nous avons dû refouler. Autrement dit, il nous arrive de désirer telle chose, non parce qu'elle est intrinsèquement précieuse ou utile, mais parce que, inconsciemment, nous y voyons un symbole d'autre chose dont nous n'osons pas nous avouer que nous le désirons. Un homme qui achète une voiture se dit probablement qu'il en a besoin pour se déplacer, alors qu'au fond de lui, il préférerait peut-être ne pas s'encombrer de cet objet et sait qu'il vaut mieux marcher pour rester en bonne santé. Son envie tient vraisemblablement au fait que la voiture est aussi un symbole du statut social, une preuve de la réussite en affaires, une façon de complaire à sa femme. Ce grand principe, voulant que nos actes soient très largement déterminés par des mobiles que nous nous dissimulons, vaut autant pour la psychologie collective que pour la psychologie individuelle. Le propagandiste, soucieux de réussir, doit donc comprendre ces mobiles cachés, sans se satisfaire des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement. À cet égard, il ne suffit pas de bien connaître la mécanique sociale, le jeu des regroupements, des clivages et des allégeances. Un ingénieur a beau tout savoir des cylindres et des pistons d'une locomotive, il ne pourra pas la faire démarrer s'il ignore comment la vapeur réagit à la pression. La vapeur qui fait tourner la machine sociale, ce sont les désirs humains. Ce n'est qu'en s'attachant à les sonder que le propagandiste parviendra à contrôler ce vaste mécanisme aux pièces mal emboîtées que forme la société moderne. Le propagandiste d'autrefois travaillait en fonction de la réponse psychologique mécaniste, alors en vogue dans nos universités. Elle assimilait l'esprit humain à ni plus ni moins qu'une machine, un système de nerfs et de centres nerveux réagissant aux stimuli avec une régularité mécanique, tel un automate sans défense dépourvu de volonté propre. Le spécialiste du plaidoyer pro-domo s'en tenait alors à créer le stimulus qui déclencherait la réponse attendue de la part de l'acheteur individuel. Une des doctrines de cette école de psychologie affirmait qu'un stimulus souvent répété finit par créer une habitude, qu'une idée souvent réitérée se traduit en conviction. Imaginons le responsable des ventes d'un grossiste en viande, chargé par ce dernier d'augmenter la demande de bacon. Selon la stratégie alors préconisée, il aurait répété à l'envi ses consignes dans des publicités pleines pages: mangez du bacon, bon marché et bon pour la santé, le bacon vous donnera des réserves d'énergie. Aujourd'hui, parce qu'il comprend la structure de la société et les principes de la psychologie collective, le responsable des ventes se demandera d'abord: quels sont ceux qui, de par leur position, influencent nos habitudes alimentaires? La réponse coule de source: les médecins. Ce vendeur d'un nouveau type suggérera alors au corps médical de se prononcer publiquement sur les effets salutaires de la consommation du bacon. Il sait avec une certitude mathématique, parce qu'il connaît la dépendance psychologique des patients vis-à-vis de leur médecin,
que la plupart des gens se rangent aux avis de la faculté. Le propagandiste de la vieille école se servait presque exclusivement de l'attrait du message imprimé pour essayer de convaincre le lecteur individuel d'acheter au plus vite tel ou tel article. Ce procédé est illustré on ne peut mieux par une réclame longtemps considérée comme idéale du point de vue de la simplicité et de l'efficacité, acheter, avec le cas échéant un index autoritaire pointé vers le lecteur, les talons en caoutchouc au Lewy, maintenant. Au moyen de la répétition et de la prise à partie individuelle, le publiciste cherchait à vaincre ou à percer les résistances des acheteurs. L'appel qu'il diffusait auprès de 50 millions de personnes visait chacune d'entre elles en particulier. Les nouveaux responsables commerciaux savent qu'il est possible, en s'adressant aux hommes qui composent les masses par le biais de leur formation collective, de susciter des courants émotionnels et psychologiques qui travailleront pour eux. Au lieu de s'attaquer de front aux résistances des acheteurs, ils cherchent à les supprimer. À cet effet, ils créent les circonstances qui, en canalisant les courants émotionnels, vont produire la demande. Si par exemple, je souhaite vendre une marque de piano, je ne pourrais pas me contenter d'assourdir le pays avec un appel direct tel que « Achetez tout de suite un piano Mozart ». Vous ferez une bonne affaire, les plus grands artistes l'ont élu, il durera des années. Quand bien même tous ces arguments seraient vrais, ils sont directement en concurrence avec ceux des autres fabricants de pianos et indirectement avec ceux mis en avant pour un poste de TSF ou une automobile qui se disputent le porte-monnaie des consommateurs. Quelles sont les véritables raisons qui décident l'acheteur à dépenser son argent dans une voiture neuve plutôt que dans un piano neuf? Sait-il vraiment pourquoi il privilégie le produit conçu pour la locomotion sur le produit conçu pour la musique? Pas exactement. Il achète une voiture parce que c'est cela qui se fait en ce moment. Le propagandiste moderne va donc entreprendre de créer des circonstances à même de changer cette vogue. Pour cela, il peut choisir d'en appeler à l'amour du chez-soi et s'efforcer de promouvoir auprès du grand public l'idée de salon de musique particulier. Dans ce but, il organisera par exemple une exposition de salons de musique d'époque agencée par des décorateurs de renom qui eux-mêmes modèlent les goûts des acheteurs. Dans un souci d'efficacité et de prestige, il ornera ses reconstitutions de tapisseries rares et précieuses et afin de focaliser l'attention sur cette exposition, il la fera précéder d'un événement mondain, une cérémonie à laquelle seront conviées des personnalités connues pour influer sur les pratiques d'achat des citoyens ordinaires. Un grand violoniste, par exemple, un artiste de renom, des célébrités mondaines. L'ascendant que ces gens exercent sur les autres groupes sociaux va porter l'idée des salons de musique particuliers à une place qu'elles n'avaient pas jusqu'alors dans la conscience collective. Et l'idée qu'elles incarnent. Différents canaux publicitaires permettront ensuite de projeter sur le grand public l'image de ces personnalités et l'idée qu'elles incarnent. Entre-temps, on aura convaincu des architectes influents de faire du salon de musique un élément à part entière de leur plan, peut-être en prévoyant dans un coin une charmante alcôve destinée au piano. Leurs collègues moins influents imiteront bien sûr les réalisations de ceux qu'ils considèrent comme des maîtres. Ils contribueront de la sorte à implanter l'idée du salon de musique dans l'esprit du grand public. Elle sera acceptée parce qu'on en aura délibérément fait la dernière toccade à la mode, et le monsieur ou la dame qui auront chez eux un salon de musique, ou à tout le moins un coin du séjour qui puisse en tenir lieu, envisageront tout naturellement d'acheter un piano. Ils penseront que l'idée vient d'eux. Selon le schéma en usage autrefois, le fabricant suppliait l'acheteur potentiel. « Achetez-moi un piano, s'il vous plaît. » Aujourd'hui, le schéma s'est inversé et c'est l'acheteur potentiel qui dit au fabricant « Vendez-moi un piano, s'il vous plaît. »
L'importance du processus associatif dans la propagande est fort bien illustrée par l'ambitieux projet immobilier de Jackson Heights. Les promoteurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour enclencher ce processus en insistant sur les agréments sociaux du nouveau quartier. Sous les auspices de Madame Astor et de quelques autres personnalités, la troupe des Jitney Players se produisit dans un spectacle de bienfaisance pour les victimes du tremblement de terre japonais. On présenta à cette occasion les avantages dont jouiraient les futurs propriétaires, notamment un terrain de golf et son club house. Quelque temps avant l'ouverture du bureau de poste, le conseiller en relations publiques découvrit que l'événement coïncidait avec une date mémorable dans les annales du service postal américain. Il conçut l'inauguration autour de cet événement afin de porter le projet à l'attention du pays tout entier. Pour mieux vanter au public le charme des appartements de Jackson Heights, on organisa un concours entre des décorateurs d'intérieur départagés par un jury éminent. Cette compétition saluée par des personnalités influentes et suivie avec beaucoup d'intérêt par des millions de gens grâce aux journaux, aux magazines et à divers canaux publicitaires eut pour effet d'asseoir définitivement le prestige du nouveau lotissement.